Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de rollerenligne.com. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai 2023 et c'est notre second épisode consacré au rollball, que la Coupe du Monde de rollball s'est terminée récemment en Inde et qu'il y avait deux équipes Rollball France sur place, chez les hommes et chez les femmes. On est avec nos trois protagonistes de la première interview, à savoir Antoine, Jean-Emmanuel et Laurie, pour parler de la manière dont s'est déroulé cet événement. Et on va commencer avec Laurie. Laurie qui va nous raconter le parcours de l'équipe femme. Oui, alors je vais essayer de résumer, mais ça a été une expérience incroyable qui a commencé même dès l'avion où on était donc tous dans le même avion avec l'équipe masculine et féminine et il y a eu un appel de la compagnie pour nous souhaiter bon courage pour la compétition. Donc c'était assez impressionnant de rentrer dans le bain de cette manière-là. C'est-à-dire que voilà, ça y est, on se sentait vraiment représentant de la France. On arrivait dans un pays qu'on connaissait pas du tout et c'était vraiment impressionnant. Donc on a fait l'ouverture dès le lendemain, si je dis pas de bêtises, et la cérémonie d'ouverture. À ce moment-là, on avait tous nos tenues et nos petits drapeaux et on défilait les uns derrière les autres. Donc il y avait tous les pays représentés. On était je sais plus, les garçons, dis-moi si je dis une bêtise, mais une trentaine de délégations. Et il y avait chez les femmes, on a combattu contre 11 équipes féminines, je crois. Et voilà, donc cérémonie d'ouverture, super ambiance. Le premier match, vous rencontrez qui ? Premier match, on rencontre faut savoir que donc on a eu les informations de contre qui on jouait, disons l'avant-veille de la cérémonie, à peine même la veille, et on devait jouer en match d'ouverture contre le Kenya. Et en fait, au dernier moment, on a appris le jour du match, on s'est préparé, on est venu avec notre équipement, nos rollers, etc. Et on a appris que les Kenyans n'étaient pas arrivés. Donc on a finalement pas joué le match contre elles. Donc ça a été un petit peu une entrée en compétition particulière parce qu'on était vraiment prête psychologiquement à jouer ce premier match et il a fallu que on se dise voilà, ce sera pas aujourd'hui, ce sera demain et contre un autre pays. Donc ça a été contre qu'est-ce que je disais, le Népal. Le Népal. Ouais, contre le Népal et du coup très bonne entrée en matière. Donc faut savoir c'était notre premier match on n'avait jamais joué de match officiel quoi. On n'avait jamais fait de compétition. Mais tu sais, l'incroyable pour le Kenya, c'est que c'est même pas eux qui nous ont prévenus. C'est genre une heure avant, on se dit mais ils sont où ? Et là on va les voir et finalement on se rend compte qu'ils sont pas. Mais personne nous avait prévenu en vrai. Bref. Bon, vas-y, je laisse reprendre. Non, mais en plus c'est un peu difficile à résumer parce qu'il y a tellement. Là, tu vois, tu me dis de parler du premier match directement, mais il y a eu tellement de choses qui se sont déroulées tout le temps, c'est très dur de résumer. Et puis c'est vrai que des fois, c'est même pas les matchs en eux-mêmes qui sont significatifs, c'est tout ce qui se passait autour des matchs. Parce que finalement, que je prenne votre match du Népal ou du Sri Lanka, vous faites des matchs assez proches. Hein, il y a le même score, vous revenez. Enfin, il y a quelques petits faits à relater, mais c'est vrai que les matchs en eux-mêmes, c'est pas le plus significatif. Par contre, ce qui est dingue, c'est tout ce qui a été autour de ces matchs. C'est ça qui était assez incroyable. Ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que de parler du parcours strictement sportif, ce que je vous propose, c'est de parler effectivement de l'expérience en tant que telle, de ce que vous avez appris au fil des matchs, des écarts éventuellement entre les nations aussi, parce que finalement on se rend compte qu'il y a quand même un sacré niveau. Donc vous deviez rencontrer le Kenya, vous vous retrouvez contre le Népal qui est quand même plutôt une bonne équipe. Les filles du Népal, elles se débrouillaient bien. Pour vous, c'était votre premier match en compétition internationale. Alors comment vous avez ressenti ça ? Comment vous l'avez vécu ? Donc il y avait beaucoup de stress pour chacune. On savait pas trop comment ça allait se dérouler. On était tous dans un bon état d'esprit dans le sens où on venait vraiment pour donner tout ce qu'on pouvait donner et on avait on était suffisamment à l'aise les unes avec les autres pour se permettre de faire ce premier match dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que voilà, on s'entend toutes très bien, donc on n'avait pas ce stress de décevoir les autres forcément. Donc ça nous a beaucoup aidé, je pense, tout au long de la compétition. Donc premier match,
très très enrichissant parce qu'on a beaucoup appris tout de suite. On était un peu jetés dedans, on savait un peu à quoi s'attendre, mais on a quand même beaucoup appris. On a vu tout de suite où étaient nos lacunes, enfin tout au long de la compétition, mais notamment sur ce match-là, on a vu là où on manquait de compétences, notamment sur les tirs, voilà, sur des choses comme ça. Mais on a aussi vu qu'on avait une super défense, qu'on avait plein d'avantages sur lesquels miser pour les prochains matchs aussi. Donc ce premier match, il a été peut-être un peu moins dur que prévu dans le sens où on pensait se prendre peut-être plus une tollée que ça n'a été le cas. Et finalement, je trouve qu'on s'est très bien débrouillé pour ce premier match. On a perdu 2-1 sur un très très beau but de Jessica et ça a été une superbe entrée en compétition. Là où si peut-être on avait fait le premier match contre les Kenyanes, ça aurait été peut-être plus compliqué d'en sortir du positif et de voir nos avantages parce qu'en fait le Kenyan, on a joué contre elle, c'était l'avant-dernier match et on a pris 10-0. C'est les champions du monde en titre. Exactement, ouais, qui ont remis ça cette année. Et du coup, on aurait peut-être eu plus de mal à percevoir, voilà, notre bonne défense ou je ne sais quoi. Et là, du coup, faire une entrée en matière un peu plus douce, ça a été très bénéfique, je pense, et ça nous a donné quand même confiance et l'envie de continuer dans un bon mood pour les autres matchs. Deuxième match, on a joué contre le Sri Lanka. Superbe équipe à affronter, très 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 gentille en dehors du terrain. On a beaucoup échangé avec elle, c'était vraiment très chouette. Et effectivement, comme tu disais, chez eux, ça a été un peu semblable à notre premier match, si ce n'est que j'ai l'impression qu'on était un peu plus à l'aise, Mais effectivement, c'est semblable au premier match. On a également fait 2-1, donc perdu 2-1. Et un peu de la même manière, à nouveau un but de Jessica qui a vraiment assuré sur ces buts-là, sur ces actions-là. Ensuite, troisième match. Laurie, je peux me permettre un truc qui est quand même super déterminant, c'est que contre le Sri Lanka, vous prenez un carton rouge en première mi-temps. Donc en fait, vous avez fait plus de la moitié du match à 4 contre 5. Mais Oublie pas ça. Ouais, j'avais complètement oublié. On a pris un carton rouge dès la première mi-temps et on a joué même les dernières minutes de la première mi-temps et toute la seconde mi-temps, on a joué à 5, dont la gardienne, on a joué à 5 sur le terrain. Donc on n'était plus que 4 en défense et contre 5 en face en fait. Donc c'est vrai que ça a été très déterminant et on était pour le coup assez fiers de ce match-là parce que on a très bien tenu, Valentine, notre gardienne, a fait des super barrets. On a très bien tenu et ça a été ça nous a encore une fois donné confiance pour le reste de la compétition. Et je pense que dans d'autres circonstances, on aurait pu la prendre cette victoire quoi de ce match-là. C'était assez équitable en termes de niveau. On a trouvé après coup. Voilà pour résumer encore le reste. Je crois que le match d'après, on devait jouer contre la Côte d'Ivoire, qui n'a pas pu venir finalement. Donc dans ces cas-là, parfois ils sifflent le début du match, on doit juste tirer un but et ils nous marquent comme si on avait gagné. Là, ça n'a pas été le cas. On n'a juste pas joué le match. Donc voilà, Côte d'Ivoire a été disqualifiée. Ensuite, on a joué contre le Kenya, donc là où je vous disais qu'on a eu 10-0. Mais bon match quand même. On a bien tenu. C'est pas, je veux dire, c'est toujours dur de se prendre 10 buts, mais on a quand même bien tenu encore une fois. Enfin, les Kenyanes, elles sont très très fortes. Elles sont vraiment extrêmement fortes. Leur qualité aux Kenyanes, c'est quoi? C'est leur tir latéral sur le côté. On est en défense. On a un bloc, on laisse rien passer et en fait à un moment donné elles se font des très beaux échanges devant nous et d'un seul coup il y en a une qui s'isole sur le côté et qui va mettre le tir latéralement dans la lucarne ou le poteau opposé et la gardienne elle peut pas l'avoir quoi. Et c'était la plupart des tirs qu'ils ont mis, je pense 6 tirs, ils ont dû les mettre de cette manière-là quoi. C'est vraiment leur marque de fabrique pour les avoir vu jouer contre d'autres équipes aussi. Donc elles sont très très fortes, elles sont très endurantes aussi. Et techniquement sur les patins, ça donne quoi? Pour le Kenya? Oui, le Kenya par exemple, oui. Le Kenya, elles sont bien. Après, généralement toutes les équipes qu'on a affrontées sont pas forcément
hyper fortes en fait techniquement sur le patin. Elles sont pas, il y en a beaucoup qui chutent, il y en a beaucoup qui savent pas freiner. En fait, elles sont très fortes techniquement sur le rollball et elles sont endurantes, mais elles sont pas fortes à roller. Objectivement, on était quand même une des équipes les plus fortes à roller parce que on venait tous du roller de base avant même le rollball, alors que j'imagine que la plupart des autres équipes venaient peut-être plus du rollball au début sans avoir peut-être pratiqué le roller avant, trop. Et du coup, effectivement, je pense que si bon, après on viendra là-dessus pour le bilan, mais je pense que là où on peut jouer, on peut miser, c'est beaucoup sur notre technique roller, effectivement, parce qu'on était plus forte que la plupart des équipes là-dessus, même si on a d'énormes lacunes dans les tirs. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres choses où on est beaucoup moins fort du coup, mais effectivement, la tenue sur les rollers n'était pas le fort de toutes les équipes. Après, les Kenyans sont bonnes à roller, hein. Elles sont pas techniquement propres dans leur manière de patiner, mais elles sont très fortes à roller. Dernier match contre l'Égypte. Donc là, on est quand même bien avancé dans la compétition. On est le fin du 4e jour ou 5e jour, je sais plus. Et on est toutes très fatiguées. On est quelques-unes à être un peu malades, dont la gardienne qui était déjà au lit depuis la veille, vraiment clouée au lit, très très malade. Elle a quand même insisté pour venir jouer le match. Donc elle est sortie du lit pour venir jouer, prendre le début du match et la première mi-temps. Donc c'était très compliqué. On était toutes très fatiguées, mais on avait toutes très envie de jouer encore parce qu'on savait que c'était notre dernier match. À ce moment-là de la compétition, on savait qu'on allait être éliminés au niveau des poules, et du coup, on avait quand même très envie toutes de jouer ce dernier match. Et donc, faut savoir que la gardienne a fait une mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, c'est une joueuse qui a pris le relais sur la gardienne, elle pouvait plus tenir debout. Donc on a joué aussi sans remplaçante, là où les Égyptiennes étaient très nombreuses et pouvaient beaucoup tourner. Nous, on a joué sans remplaçante. Donc contre les Égyptiennes qui sont très 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 fortes aussi, assez cardio, même si on les a bien fatiguées, elles sont très cardio aussi. On a perdu 6-0. 5. Non, on a perdu 6. 5. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Vérifie. Là, vas-y. Officiellement, sur notre compte Insta, c'est 5. Non, on a perdu 6-0. Regardez là. Moi, j'étais 3-0, 2-0. Hein. Je m'en souviens en plus. Pour moi, c'était ça. Mais bon, j'ai pas envie de te donner tort. Mais du coup, c'était très dur à jouer ce match parce qu'on était, j'arrête pas de me répéter, on était encore une fois très fatigués, mais c'était beaucoup d'émotions. Je pense qu'on sentait tous aussi que c'était le dernier match qu'on allait jouer tout ensemble. On était très heureuses de le jouer tout ensemble, et d'ailleurs à la fin ça a été beaucoup d'émotions. Voilà. Dernier match de la compétition, on s'est toutes tombées dans les bras à la fin, c'était très émouvant. Il y avait encore une fois les garçons, ça c'était une plus-value énorme de toute la compétition, c'était que tous nos matchs chez les filles étaient regardés par les garçons et tous nos matchs chez les garçons étaient regardés par les filles, donc c'était un énorme atout, je pense, de se sentir soutenu à chaque fois par le reste de la délégation, quoi. C'était superbe. Et donc là, d'avoir ce dernier match, d'avoir les garçons près du terrain, il y avait un peu de garçons en haut, un peu de garçons près du terrain, à nous soutenir tout du long et à nous accueillir sur notre sortie de terrain. C'était superbe. C'était beaucoup d'émotions. Et on était finalement très heureuses. Il y a beaucoup de gens, de joueurs, de public qui sont venus après nous dire qu'il y avait eu du côté de la France une superbe énergie, une superbe ambiance, parce que pendant la cérémonie d'ouverture et pendant les autres matchs, on criait, on soutenait, on mettait un peu d'ambiance, et que on n'était pas mauvais joueurs, ou on n'avait pas l'arrogance qu'on donne aux Français. On pouvait se permettre de toute manière d'être arrogant en perdant, mais disons qu'on n'était pas dégoûté de perdre, on partait pas en tirant la tronche, on était quand même fiers d'être là, fiers de ce qu'on donnait, et voilà, on était tous très heureux à la fin, toutes très heureuses à la fin de ce match-là, quoi. Bon, là, la question que je me posais après, c'est, là, vous avez affronté différentes équipes, plutôt des équipes qui sont pas des équipes européennes. Comment ça va se passer pour les mois à venir? Est-ce que vous avez planifié d'aller voir d'autres équipes ou de faire des matchs avec d'autres équipes pour de futures éditions, ou pour continuer à jouer à l'international? Carrément.
je pense qu'on va continuer à faire avancer l'équipe féminine et l'équipe masculine ensemble. Hein, donc voilà, il y a encore des choses qui doivent se décider, mais effectivement, on a très envie d'aller jouer ailleurs, d'aller jouer en Europe. Même ailleurs, on a reçu beaucoup d'invitations. Le fait d'aller là-bas, ça nous a fait rencontrer d'autres délégations. Il y a beaucoup de pays qui ont proposé, beaucoup, j'exagère, mais il y a pas mal de pays quand même qui ont proposé de venir jouer chez eux, de participer à des éventuels prochains championnats qu'ils vont organiser. Nous, on réfléchit aussi à certaines organisations. Il y a l'Angleterre qui est pas loin, qu'on n'a pas eu la chance de rencontrer en Inde, mais qui est pas loin et contre lesquels on jouer. Il y a un beau futur qui peut s'annoncer pour le rollball, c'est clair. Si je peux me permettre d'ajouter, Alexandre, Ouais. Concernant toute cette partie organisation, il faut savoir que les prochaines échéances pour Rollball France, a priori, ce sera que la Coupe du Monde en 2025. Donc soit il y a des Coupes d'Europe qui se mettent en place d'ici là, mais l'idée c'est de pas que être focalisé sur Rollball France et peut-être voir un peu plus loin pour avoir des matchs régulièrement entre nous et à une échelle peut-être un peu plus fine. Mais ça, ouais, je pense qu'on en parlera aussi dans un second temps parce que ça fait un peu partie du bilan global et même, il faut que nous on s'accorde aussi un petit peu sur ce qu'on doit faire encore. Donc d'où le fait qu'il n'y ait pas encore de plan très précis. Mais s'il y a bien un truc sur lequel on est tous d'accord, c'est qu'il faut qu'on joue régulièrement. Le parcours des garçons. Alors là, je laisse Antoine et Jean-Emmanuel décider qui va prendre la parole. Je te laisse, Sauf si tu veux. Ouais, tu disais? Non, sauf si tu veux faire le début, je fais la fin, ou tu fais la fin, je fais le début. Interviens autant que tu veux, ça me fera plaisir. Allez, ok. Puis c'est bien, on n'a pas forcément toujours le même regard, donc c'est intéressant aussi. Non, je suis beaucoup plus positif. Donc, nous, la compétition a démarré par l'Iran. Alors nous, ça a commencé à l'heure. Donc ça, c'était une première bonne surprise. Enfin, à l'heure, avec 2 heures de retard. On démarre l'Iran qui était finaliste en 2017. Il faut savoir, l'Iran, on arrive, ils font tous 2 mètres. Ils sont tous costauds. Ils sont 12. Alors que nous, on est 8. Donc forcément, on n'est pas ultra serein. Faut pas se mentir, le premier match, on n'a pas vu beaucoup la balle. S'il n'y a pas Eric, notre gardien, qui nous fait franchement plein d'arrêts, on peut en prendre plus de 10. Ça finit à 7-0. Il y avait que 2-0 à la mi-temps. C'est pas le score est pour le coup pas si dégueu que ça par rapport au match. Par contre, on prend vraiment le bouillon pendant le match. Niveau technique, mais un peu pareil que les filles, on se retrouve à jouer un match alors que ça fait des 4 ans qu'on n'en a pas joué. Et puis il y a 4 ans, on jouait des matchs de 10 minutes et contre des adversaires pas extraordinaires. Là, il y a un point quand même que Laurie a pas mentionné, mais qui a quand même été super déterminant, c'est le tirage au sort. On a eu vraiment les 2 équipes des tirages au sort très compliqués avec des grosses équipes. Mais ça a été plus en fait un avantage qu'un inconvénient. Quand on joue l'Iran, on joue une top équipe. Honnêtement, ils se sont fait sortir en quart de finale par l'Inde en prolongation. Ça montre un peu le niveau de l'équipe. Ils doivent être la 3e, 4e nation mondiale. Jouer cette équipe, c'est génial. Ça nous apprend énormément. Donc, on va au 2e match derrière contre les Ivoiriens en ayant joué une très bonne équipe et donc on apprend déjà beaucoup. Est-ce que tu partages, Jésus, mon point de vue sur cette Ouais, en fait, l'Iran, faut savoir, je pense que je suis le plus grand de l'équipe française et ils étaient tous plus grands que moi et tous plus stock que Toko qui est le plus stock de chez nous. Après, quand on analyse les résultats, ils se sont pris 0 but par les autres équipes, les Iraniens. Enfin, ils ont mis 7-0, 5-0, 9-0 à tout le monde, à part contre les Kenyans où là, forcément, ils ont perdu. Mais sinon, s'il n'y a pas les Kenyans, ils se sont pris 0 but. Et ils avaient vraiment une défense très solide. Ils avaient une très bonne conduite de balle. Après, aussi, après, de toute façon, toutes les équipes étaient un peu dans le même bain. C'est-à-dire que nous, on arrive, on n'était pas à l'hôtel où on devait résider à la base. Et donc, on commence à s'organiser pour venir en tuk-tuk sur le lieu. Faut prendre plusieurs tuk-tuk pour arriver. Donc, un peu fatigué par l'organisation. On n'a pas de ballon pour s'entraîner. C'est le même cas pour les Iraniens. Moi, pour ma part, comme je suis pas sur Paris, le premier ballon que je touche depuis un mois, c'est le ballon d'engagement. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi pas mal de difficultés, quoi, par rapport à ça, et ça excuse pas du tout le score. Et
le score est logique. Enfin, franchement, c'était hyper compliqué de jouer contre eux et je pense que, comme dit Gio, on avait un peu une peur parce que, les gars, c'était des montagnes, c'était des machines, quoi. Moi, le mec face à moi, il faisait 2 mètres. Je fais 1m73. Autant dire que franchement, quand il levait les bras, je voyais pas la balle. Hein. Et aussi, je pense qu'on l'avait déjà dit dans le premier podcast, mais on avait très peur parce que c'est une équipe assez violente. Je pense qu'on avait dit qu'on voulait pas trop jouer l'Iran et puis c'est le deuxième choix qui sort dans le draft. Et au final, ils n'ont pas été aussi violents qu'en 2017, mais c'est vrai qu'on avait cette peur de se prendre des mandales et en plus de se prendre un sale score, quoi. Ouais, vous disiez qu'en fait, c'était plutôt des gens qui étaient très physiques et qui étaient issus du hockey sur glace. Non, ils sont militaires. Je pense qu'ils font du militaire, basket. Voilà, c'était ça. Ouais, et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'équipes venaient du basket. Beaucoup d'équipes aussi sont pro ou semi-pro, c'est-à-dire qu'en face de nous, on avait quasiment que des sélections, des équipes. Les Iraniens étaient pros. Ils le sont plus, je crois, parce qu'ils sont moins jeunes, mais ils étaient pros. Les Kenyans, ils sont pros. Les Indiens, ils sont pros ou tous semi-pros. Les Ivoiriens, c'était une sélection de différents clubs de Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous on arrivait avec c'était US Ivry plus quand même notre sélection hein, donc c'est vrai que on n'avait pas les matchs comme ils les ont et on se rendait pas compte de cette différence sauf que en 2 fois 20 minutes avec l'intensité qui était mise là ça devenait un truc incroyable. C'est pas comme en 2019 on avait joué l'Uruguay en 2 fois 10 minutes. On avait joué peut-être le Bangladesh, mais bon, on s'est dit, ils sont forts. Mais en 10 minutes, on n'a pas le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Là, on a eu vraiment le temps de voir à quel point on se faisait balader. Et à quel point on était loin de leur niveau. Ouais, l'avantage entre la première interview que nous avons fait il y a un peu plus d'1 mois et celle-ci, c'est que j'ai eu le temps de me rencarder un petit peu sur le rollball et de suivre ce qui s'est passé. Donc effectivement, on voit que dans beaucoup de pays, il y a quand même des championnats nationaux qui sont organisés avec des ligues nationales, soit des ligues nationales amateurs, soit des ligues nationales semi-pro. Et donc oui, finalement, c'est pas parce qu'on n'entend jamais parler de ce sport en Europe que derrière, c'est pas hyper organisé ailleurs. Ouais, c'est exactement ça. Même en Afrique, c'est ça. Surtout en Afrique. L'Afrique est le continent presque numéro 1 maintenant. D'ailleurs, tu fais la bonne transition avec notre deuxième match. On va jouer la Côte d'Ivoire. Avec en plus un Ivoirien dans notre équipe qui donc vit désormais en France, donc Bakary Diallo, qui monte son club à Tours. Donc c'est un contexte un peu particulier autour de ce match. Nous, ça nous permet aussi de nous tester un petit peu plus, de savoir où on en est réellement face à une équipe qu'on sait moins forte que les Iraniens. Preuve en est, ils avaient pris 9-0 par l'Iran juste avant. Donc on se dit bon, il y a peut-être moyen. La réalité des faits, c'est que pareil, ils nous ont. Alors je crois on perd 7-2 au final, mais c'était presque comment dire. Ils étaient quand même un vrai cran au-dessus, quoi. Pareil, il y avait le côté basket qui jouait beaucoup dans les transmissions, ça allait beaucoup plus vite. Là, je partage aussi un petit peu l'avis de Laurie, c'est-à-dire qu'en roller, les joueurs sont pas forcément extraordinaires, mais ils ont un patin qui est très adapté au rollball. J'ai envie de dire que c'est un peu comme les hockeyeurs qui savent faire des fois que du roller pour le hockey. Mais à vrai dire, c'est ce qu'on leur demande. On leur demande pas de faire de rider des rampes, des trucs comme ça. Donc c'est beaucoup ce qu'on a constaté. Et donc les Ivoiriens, une équipe très agréable à jouer. J'ai beaucoup aimé jouer contre eux. Déjà parce que les gars sont très sympas, mais aussi parce que voilà, ils essayent de jouer propre. Et voilà, bon, le score, hélas, un peu lourd. Je crois que c'est Jésus que tu marques 2 buts dans ce match, non? Ouais, je fais le doublé. Ouais, il y a une passe pour moi d'ailleurs, non? Ah si, il me semble. Non, c'est contre le Sri Lanka la passe. Non, mais j'en fais 2 pour toi. Ok, non, mais c'est pas grave. Ouais. Non, parce que le premier, je me suis dit, je vais la jouer solo et j'ai fait tout le terrain avec la balle et j'ai marqué. Et le deuxième, c'est sur une seule interception, le mec qui perd la balle au milieu du terrain et je repars solo. Ah ouais, bon, c'est pas grave. Tant pis, je repars dans mon coin. Tout le jeu de passe travaillé pendant 6 mois est passé à la trappe, quoi. Non, mais d'ailleurs, tu vois, c'était très frustrant parce que moi, notamment au premier match, j'ai eu beaucoup de mal à trouver la justesse et tout en tant que meneur pour trouver le bon moyen de faire des passes, des bonnes passes, d'aller dans le bon sens. Et c'était très compliqué. Et au fur et à mesure de la compétition, ça commençait à monter. Et voilà, tu te rends compte quand même de l'écart qui mesure aux autres, quoi.
c'était quand même chaud, quoi. Là, au niveau des tirs, on voit qu'effectivement, il y a quelques nations qui adorent faire les tirs à retourner à l'envers, en arrière, entre les jambes notamment. Ouais. Vous, ça doit être dur pour un gardien de réussir à appréhender ce genre de tir, c'est-à-dire qu'on voit pas les yeux de la personne, on se rend pas compte forcément qui va déclencher. Est-ce que c'est une technique qui vous interpelle et que vous allez essayer, ou est-ce que vous restez sur du tir de face? Est-ce que vous le faites déjà? Je pense que c'est un truc qu'il faut travailler, mais pas de la même manière que les autres équipes. C'est-à-dire que tu peux voir, il y a un Polonais, enfin je crois que c'est un Indien qui a un titre de séjour en Pologne, qui lui est très fort sur ça. C'est-à-dire qu'il va dribbler en avant, aux 3/4 du terrain, il va se retourner en arrière, il se dirige un peu en arrière où il veut, et il va se retourner pour sauter ou jeter directement en arrière. Après, moi, je suis toujours convaincu que des tirs dans le mur en arrière entre les jambes, ça peut toujours passer. Mais je pense qu'on manque, nous, on manquait de filouterie à ce niveau-là, et surtout quand on voit un des matchs, le dernier qu'on a fait contre le Sri Lanka, où le mec te fait semblant de tirer de la main gauche, et en fait, il chope la main de la main droite, il te la rebalance dans le dos. Et on s'est pris 3 buts comme ça parce que ça s'est exécuté extrêmement vite, et tu peux pas savoir que le gars il va faire une passe, un tir dans le dos, quoi. C'est incroyable. Mais je pense que les tirs de face c'est bon en contre-attaque, mais après dans les phases de mur, il me semble que c'est plus simple entre les jambes ou en retourné, quoi. Ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est que finalement le roller est pas si important que ça dans le rollball. Pas dans le sens où on pourrait l'imaginer dans d'autres sports. Par exemple, j'ai l'impression qu'en soccer, et c'est une discipline que vous pratiquez en roller soccer, un bon niveau de patinage est hyper indispensable. Autant là, on ressent que la pratique technique du patin est pas du tout la même. Et on a l'impression que c'est surtout des gars en fait qui viennent vraiment des sports co, type hand ou basket, et que finalement le patin est arrivé dans un second temps. Un petit peu à l'inverse de vous finalement. Alors, je peux pas moi totalement être d'accord sur ce point parce que en fait, ils ont un patinage très spécifique. C'est vraiment, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, moi, je repense aux Sénégalais qui ont fait troisième de la compétition. Je pense qu'en roller pur, ils sont pas extraordinaires dans le sens qu'ils ont pas un roller complet. Par contre, les gars, ils ont un démarrage impressionnant. Ils ont un très bon freinage et une bonne mobilité latérale. Et j'ai envie de dire, ça suffit. Donc ça suffit à faire un très bon niveau de rollball. Mais par contre, ça, sur cette partie-là, ils nous dosaient carrément. Donc après, peut-être ma vision un peu élitiste du patinage. Non, mais c'est bien la belle technique. Il y a un truc. Non, mais il y a un truc qui est bien, c'est que ça rend le sport accessible à tous, dans le sens que voilà, il y a pas, comme on est dans un jeu stable qui se fait avec les mains, ça le rend très accessible à tous. Mais je pense qu'il faut aussi s'intéresser à commencer côté filles, parce que c'est différent entre les mecs et les filles là-dessus, je trouve. Bah justement, je sais pas ce que t'en penses. Une bonne transition, c'est quoi les principales différences entre les manières de jouer des hommes et des femmes? C'est une très bonne question. Tu vois, avant de jouer, je t'aurais dit, c'est peut-être la brutalité du jeu, mais en fait, même pas. Pas tant. Si ce n'est qu'il y a une différence de puissance dans les tirs, c'est certain. Nous, notamment, c'est notre principale lacune. On ne sait pas tirer. Vraiment, on ne sait pas tirer. On n'a aucune puissance dans notre tir. Enfin, très peu. Je suis même pas dur en disant ça, hein. C'est quelque chose auquel je pense on ne s'est pas assez attablé en entraînement, pensant que les tactiques suffiraient, et en fait sur place les tactiques ne suffisent pas. Et donc la principale différence entre hommes et femmes, je dirais que les femmes peut-être jouent un peu plus, prennent plus le temps de se passer le ballon et de se placer avant de tirer. J'ai l'impression que les équipes masculines, ils vont un peu plus direct. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais j'ai eu plus cette sensation-là. Ouais, je pense aussi, c'est plus collectif chez les filles. Ouais. Après, je pense que la différence, elle se fait pas forcément entre hommes et femmes, mais plus entre continents ou milieu d'où tu viens. Des cultures, du patinage. Ouais, parce que par exemple, tu vas avoir des Lettons ou des Biélorusses jouer. Les Lettons, ça se voyait, c'était des hockeyeurs, ça tournait bien,
Enfin, ils avaient vraiment une rotation comme tu peux avoir au hockey sur glace. Et tu vas voir. Après, je pense on en avait déjà parlé dans le premier podcast, mais pour moi, ça s'est confirmé. Et tu vas avoir des équipes, ouais, Côte d'Ivoire, Sénégal, par exemple, qui sont plus dans le freestyle et tout. Enfin, Ils sont pour très le coup, rapides, ces équipes. Les équipes et, africaines sont généralement très rapides. ouais, et puis hyper technique et pour le coup, eux, ça va aller plus direct que des laitons qui vont faire tourner un peu, bah, comme ils feraient tourner un palais avant de tirer, quoi. C'est un peu mon Mais, impression. mais, mais justement, pour faire un peu aussi la transition avec notre parcours, nous, on a beaucoup galéré sur les équipes africaines. Vraiment, enfin, c'est presque le Sri Lanka, qui était une belle équipe, nous a moins mis en difficulté que les équipes africaines qui étaient très rapides. Donc, c'est vrai qu'après, il y a aussi comment ton style de jeu réagit au style de jeu des autres. Et c'est vrai que nous, on n'était peut-être pas assez vifs sur les patins pour partir rapidement. Eux, ils partaient très vite en contre. Et voilà, ils faisaient pas du jeu très collectif. Aucune équipe ne m'a impressionné par son jeu collectif, et je dirais même dans celle qu'on a jouée, c'est l'Iran que j'ai trouvé le meilleur. Et pourtant, Kenya a été champion du monde. Mais voilà, en tout cas, collectivement, on n'a pas eu vraiment de grosses leçons. Là où je voyais, par exemple, le match Égypte-France des filles, qui est d'ailleurs vraiment à revoir parce que c'était un match super. Euh, C'était vraiment un super match collectivement et à plein de niveaux. Lui, il y avait du jeu, quoi. Alors nous, c'était quand même assez direct. Les Kenyans, aussi bien les Kenyans que les Kenyanes, jouent quand même assez collectif. Hein. Avec C'est limité, moi, je trouve. Hein. C'est-à-dire, ils font deux, trois il y passes et avait ils des tirent. beaux échanges, hein, quand même. Il y avait des très beaux échanges avant. Enfin, je veux dire, tu te souviens, la finale Kenya-Inde, justement, c'était typiquement ça. Le jeu kényan était très direct. Il ne dit pas que c'était pas collectif, c'était juste très direct. C'est-à-dire, il y avait trois passes, tac, ils tiraient. Et ils faisaient la différence sur leur puissance, plus que sur le collectif, là où les Indiens, ils essayaient vraiment de bouger l'équipe. Ça, c'était vraiment sympa. Oui, mais les Kenyans, ils savaient ils devaient tirer leur épingle du jeu de cette manière-là face à l'Inde, parce que après, voilà, dès qu'ils pouvaient jouer la puissance sur l'Inde, ils auraient plus de difficultés l'Inde à stopper cette puissance plutôt que eux à bien se placer, etc. Mais c'est d'ailleurs toute la différence dont parlait Jésus entre les différents continents. C'est vrai que tout le monde n'a pas la même manière de jouer. Alors, manque de bol, nous, on s'est peut-être inspiré des Anglais, donc c'est pas sûr qu'on ait pris le meilleur modèle. Mais franchement, on voit bien des façons différentes de jouer. Et je pense que c'est aussi ce qui va nous aider pour la suite, c'est de créer un peu notre style avec nos différents matchs, nos différentes rencontres contre d'autres adversaires, avec des nouvelles têtes, tout ça. Et ça va nous permettre de créer un peu plus notre style. Je pense qu'on avait une base, on a essayé de mettre en place un jeu très collectif qui, hélas, n'a pas pu se mettre en place aussi bien qu'on le souhaitait parce que justement, on était trop en difficulté dans le jeu. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant du coup de voir que la différence, elle ne se joue pas forcément entre hommes et femmes, mais plus entre les pays. Ok, clairement. Plus des différences culturelles. Alors, on va continuer un petit peu sur cette logique de différence culturelle. Est-ce que vous avez projeté donc pour la suite des événements, l'avenir de comment dire ça? Quels sont vos objectifs dans les mois et les années à venir là pour faire monter votre niveau, monter en puissance en rencontrant d'autres équipes? Je sais pas si j'ai été clair. Quelles sont les prochaines équipes que vous allez rencontrer? Qu'est-ce que vous mettez en place pour continuer à jouer à l'international? Je crois qu'à chaque fois, on se dit, mais qui va répondre d'entre nous trois? C'est pour ça qu'on a toujours un petit délai de c'est-à-dire qu'on a, c'est pas deux visions différentes, mais on a chacun. Enfin, moi, je suis plus en relation avec tout ce qui se passe à l'international et j'ai eu une réunion hier où encore ça parlait, ça sortait des grands mots et ça prévoit des choses qui, pour moi, sont plus ou moins concrètes, quoi. Et Laurie et Gieux, enfin après, je sais pas si le projet est assez mûr pour en parler maintenant, peut-être que. Mais ils ont un projet qui me semble plus concret que 15 personnes qui disent ouais, on va faire une coupe islamique en Iran, quoi. Enfin, c'est ce qui s'est passé hier, par exemple. Donc ouais, je fais plus confiance au niveau de l'Europe au niveau de la France, je veux dire, à Gieux et Laurie, quoi. Donc je préfère leur laisser la parole pour ça.
Bien joué, Et Daisy. c'est intéressant d'avoir les deux visions parce que c'est deux mondes qui doivent cohabiter. Et on a un pragmatisme peut-être de notre côté, mais il faut pas non plus jeter tout ce qui se fait à côté. Donc c'est très intéressant d'avoir les deux. Nous, on a un développement local à mettre en place. Je pense qu'on a maintenant les bonnes personnes pour ça. Et mais à côté, voilà, il y a encore des échéances internationales et il faut aussi se caler sur ce qui se fait à l'international. Donc c'est aussi pour ça que nos visions sont complémentaires. Mais Ouais. vas-y, Laurie, t'étais en plein en train d'expliquer ce qu'on allait faire. Donc, Effectivement, en fait, je pense qu'il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait des choses qui se fassent à l'international, et c'est pour ça qu'effectivement, on est plusieurs à vouloir mettre des choses en place de manière locale et voir un petit peu plus. L'idée, c'est qu'il y a différents moyens de pouvoir étendre le roll-ball en France. C'est déjà à notre niveau à Ivry, quoi, d'étendre ce sport et de le faire découvrir un peu plus. Euh, J'y ai souri. Et de le faire découvrir un peu plus voilà, à Paris, que peut-être on puisse se permettre d'avoir même plusieurs équipes, qu'on puisse plus s'entraîner entre nous, qu'on ait suffisamment de joueurs et suffisamment d'effectifs pour déjà pouvoir avoir des entraînements un peu plus conséquents entre nous. Ensuite, peut-être proposer cette discipline à d'autres clubs en France pour certains, on a eu de la demande, et pour d'autres, on peut en fait aller leur proposer. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir dire au club, j'en sais rien, de Bordeaux, au club de ailleurs, leur dire, regardez ce qui se fait. Est-ce que ça vous intéresse qu'on vienne vous montrer ce que c'est et voir si vous pouvez mettre ça en place dans votre club, voilà, que ça puisse se développer un petit peu plus à l'échelle française. Et ensuite organiser peut-être des plus petits championnats en Europe. Peut-être qu'à ce niveau-là, Gio, tu auras peut-être plus à dire sur. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a deux axes. Donc le premier axe qu'a développé Laurie, c'est sur le côté national, parce que le côté national, il va falloir aller chercher les équipes. Et ça, c'est quand même un gros travail, c'est important. Et puis il faut se raccrocher potentiellement à ce que fait la FFRS ou d'autres fédérations, parce que forcément, il faut s'organiser en tant que fédération. Ensuite, niveau européen, ce qui est très pratique, c'est que les équipes sont déjà en place, sont déjà existantes. Il y a déjà du niveau. Donc, si on veut progresser, c'est aussi le meilleur moyen. C'est-à-dire, on a quand même on va dire, 8-9 équipes européennes actives en hommes et femmes qui pourraient nous permettre de jouer aussi à cette échelle-là. Donc, en fait, je pense que les deux doivent se faire un peu en parallèle. L'un doit pas empêcher l'autre. L'un ne doit pas empêcher l'autre, et clairement dans notre vision des choses, c'est comme ça qu'on le voit. Après, c'est vrai que moi, je suis aussi en tant que représentant US Ivry, forcément, j'essaye de lancer bien l'activité au sein de l'US Ivry. Je suis en train de très bien prendre. Mais au-delà de ça, je le vois en tant que responsable de club, c'est quelque chose qui est très attirant pour les nouveaux pratiquants, le rollball, parce que c'est un sport accessible plus que le roller soccer. Le roller soccer, j'en parle, les gens me disent ah ouais mais ça fait peur, machin. Tu tires avec tes pieds, ben oui. C'est la question qu'on m'a le plus posée dans ma vie. Tu tires avec tes pieds, d'accord, mais comment tu fais pour pas te casser la gueule? Ok, le rollball, on n'a pas ce concept-là. La balle, elle est dans les mains, on comprend tout de suite que ça peut le faire. Ouais, c'est ce que vous disiez sur le premier podcast, ça. Exactement. Donc, il y a vraiment ce levier à activer et sûrement de très belles choses à faire, et que ce soit à l'échelle française ou européenne. Donc, dans les 9 équipes européennes dont vous avez parlé, il y a qui? Alors, qui sont vraiment actifs, on a la Lettonie, l'Angleterre, la Pologne, le Danemark, je ne sais pas s'ils sont encore actifs. Alors, si je peux me permettre, j'ai fait un petit recensement pour. T'as préparé ta venue, ça fait plaisir. Non, j'ai pas préparé, mais comme hier, en fait, hier, j'ai eu une réunion avec la Fédé internationale, et au niveau de l'Europe, c'était très brouillon parce que c'est le moins développé en ce moment. Et du coup, en équipe active, et ouais, comme tu dis, tu as l'Angleterre, Pologne, France, Lettonie. Et aussi, tu avais Danemark et Slovénie, mais eux, ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Tu as les Pays-Bas aussi. Ouais. Les Pays-Bas, c'est juste qu'ils n'avaient pas assez de personnes pour venir cette année, mais sinon, je pense qu'ils sont assez actifs. Et en pays potentiellement sélectionnable, pour moi, il y a la Belgique parce qu'on connaît assez bien les Shinobi Riders de Bruxelles.
On avait quelques contacts à Cologne et Düsseldorf pour l'Allemagne. Après, ils n'avaient pas réussi à monter une vraie équipe, mais je pense que c'est quelque chose à creuser parce qu'ils avaient bien aimé le principe en 2019. Mm. Et on a aussi la Suisse parce que moi actuellement je vis en Suisse et quand je leur avais parlé du rollball et de venir en Inde, ils m'avaient regardé un peu bizarrement. Et je pense que maintenant, quand ils m'ont vu retourner, ils se sont dit, ah, c'est vraiment un truc concret. Et là, ils commencent déjà plus à être intéressés. Et je pense que si on fait un tournoi à l'européenne de club ou je sais pas quoi, ouais, il y a possibilité d'avoir une équipe suisse aussi, je pense. Donc ça Petite peut digression. s'ouvrir. Excusez-moi, petite digression tant que j'y pense à la question. On sait où sera la prochaine Coupe du Monde? Alors, Pas non. en Inde. Tant mieux déjà. Bah, enfin, tu dis Alors, pas. on n'en sait sait rien. pas. Hier, j'ai encore eu le droit, c'est toujours la même réunion, mais c'était assez lunaire parce que il y avait un agenda très précis avec Coupe du Monde junior, Coupe du Monde senior en 2025 et junior en 2024. Et ça a commencé à l'évoquer. Puis quelqu'un a dit, oui, moi, je dois y aller. Du coup, au revoir tout le monde. Et tout le monde s'est dit au revoir. On n'a pas pu finir la discussion. Du coup, non, alors, j'ai une nouvelle, c'est que l'Égypte, a priori, pourrait organiser. La dame a appelé ça une coupe continentale, qui consiste à avoir 4 pays de chaque continent et de faire une coupe, une sorte de coupe du monde, mais elle appelle ça continentale. Du coup, voilà. Et apparemment, elles ont déjà les autorisations du ministère des Sports égyptien, du ministère des Affaires étrangères, pour organiser cet événement courant novembre. Ouais, en plus, c'est très proche. Ouais, donc c'est un peu surprenant. Donc à la fin de la compète, on sait toujours pas où sera la prochaine. Ça me fait penser un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le rollball à l'heure actuelle, c'est un mélange de professionnalisme par certains aspects et freestyle par d'autres. Ça va me permettre de faire la bonne transition vers les anecdotes pour chacun d'entre vous. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais démarrer par Laurie. J'en ai pas en tête là tout de suite, je t'avoue. J'essaie d'y réfléchir. Je suis chaud que tu commences par les gars et. Ok, d'accord. Ouais. Allez, Antoine, je te sens bien parti là. J'en ai beaucoup, après savoir où est la limite du racontable ou pas. Il n'y a pas de limite, s'il te plaît. C'est ça qui est compliqué Bien. en fait. Je voulais voir ce que tu allais raconter d'abord. Ça dépend si tu veux parler des difficultés de santé que tu as pu avoir. Alors déjà Pendant ça la c'est compète. en fait non c'est vrai que après c'est une anecdote générale, après c'est plus sur l'organisation. Euh, il faut savoir que du coup on était tous logés dans le même hôtel, que je pense que toutes les équipes à part les équipes indiennes et sri-lankaises sont tombées malades à un point de la compétition. Enfin vraiment c'était comme un virus quoi. Tout, enfin il n'y avait pas une équipe qui pourra dire on était à 100% pendant la semaine. Après en anecdote plus personnelle, ouais franchement moi c'est ce que je racontais au début, c'est le premier match contre l'Iran, c'est-à-dire qu'on était dans un hôtel pas du tout prévu, où ils nous ont enregistré 2 jours avant. Et on se retrouve dans une coin vraiment perdu de la ville où les tuk-tuk, ça les intéresse pas de passer par là parce que c'est vraiment perdu et ils se font pas d'argent s'ils viennent là. Du coup, on est obligé de prévoir sachant qu'on peut mettre 3 personnes par tuk-tuk, même des gros. On a réussi à rentrer. Et donc prévoir un peu cette organisation de venir en tuk-tuk jusqu'au stade. Et ça, c'était plutôt marrant, quoi. Stressant, mais Et marrant. T'as pas dit qu'on utilisait Uber Tuk-Tuk. Ouais, petit tips à ceux qui vont en Inde, utiliser Uber parce que les prix sont plafonnés, donc on se fait moins arnaquer. Voilà. Et c'est la moitié du prix. Non, vraiment, c'est intéressant. C'est clair. Alors, JE, Bah, alors deux petits, un qui nous concernait pas, mais c'est vrai que un point pour montrer un peu l'inégalité de traitement. La Guinée est arrivée comme le Kenya avec 2 jours de retard. La Guinée a eu tous ses matchs mis en forfait, alors que le Kenya, ils les ont tous reportés, ce qui a foutu un bordel incroyable et ils nous prévenaient jamais de quand est-ce qu'on devait jouer. Donc ça montre un peu l'importance de chacun dans le système. Et c'est vrai qu'ils nous envoyaient souvent des plannings qui se modifiaient. Et le dernier jour, nous, on devait jouer 3 matchs en 5 heures. Donc c'était quand même un sacré délire.
Sinon, en tant qu'anecdote personnelle, moi, je retiens forcément l'histoire des hôtels. En effet, le premier jour, on est dans un hôtel. Alors déjà, à la fin du premier jour, on te dit, il faut absolument qu'on change d'hôtel et qu'on aille dans l'hôtel 5 étoiles prévu par l'organisation. Donc avec Laurie et Jésus, on s'y rend et tout, et puis on se rend compte qu'ils n'ont pas pris de chambre pour nous la première nuit, donc c'est quand même pas très sympa. Donc on se dit, on va rester une journée de plus dans notre hôtel initial. Donc jusque-là, on s'y accommode. Comme disait Jésus, c'était galère pour aller au stade, et on fait avec. Enfin, le lendemain, excuse-moi, on s'y accommode, mais on fait quand même répéter 10 fois à l'organisateur de tout ça qu'il nous assure que le lendemain, on pourra aller dans cet hôtel-là. Enfin, oui, le triple check. Triple check. Tu confirmes une fois, tu confirmes 2 fois, tu confirmes 3 fois. C'est un délire. Donc le lendemain, en plus, nous on joue l'Iran, je crois, et juste après le match contre l'Iran, on doit rentrer et faire nos bagages pour repartir. Donc enfin, on va pouvoir aller dans le vrai bon hôtel de tout le monde. Et puis on arrive sur place et donc on est 18 dans le groupe et c'est des chambres de 3 et on se rend compte qu'ils ont pris 6 chambres. Donc c'est bien, ils savent compter. Sauf que on est 10 mecs et 8 nanas. Donc ouais, forcément. Voilà, donc a démarré une fameuse coloc, puisque moi je me suis retrouvé avec les filles, ce qui en soi était très sympa, on s'est bien marré, mais c'est vrai que ouais. Ouais, j'ai dû supporter Laurie quelques jours. Mais voilà, c'est pour montrer un petit peu le côté un peu amateur du truc, quoi. C'était que ils nous ont pris des chambres, mais ils ont juste pas tiqué qu'il y avait 10 nanas et 10 gars et 8 nanas, quoi. Et donc il fallait plutôt 7 chambres. Après, on n'était pas les moins bien logés. T'avais la Sierra Leone, ils étaient 12 pour 2 chambres. Hein. Ouais, c'est-à-dire je pense que les conditions de traitement dépendent de ton importance dans le roll-ball et de ton implication. Ouais. Parce que vraiment, le Kenya. Aussi, quoi. Ouais, le Kenya, c'était scandaleux par rapport à la Guinée. Hein. Les Guinéens, tu les voyais, en plus, les Guinéens. Ouais, par rapport à tout le monde, mais les Guinéens, en plus, ils parlaient pas français, ils parlaient pas anglais. Donc, autant dire que quand ils venaient nous parler, j'avais l'impression que c'était la libération pour eux. Eux, ils ont pris pour tout le monde. Hein. Donc, moi, en tout cas, voilà. Mais pour compléter effectivement un peu toutes ces anecdotes-là, moi, c'était plus aussi vis-à-vis de l'organisation des matchs, comme je disais tout à l'heure, où on devait jouer le Kenya le premier jour, qu'on nous prévient pas du tout et qu'on apprend au dernier moment presque sur le terrain que non, on joue pas, on jouera contre eux plus tard et que notre premier match sera finalement que le lendemain. Ensuite, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que on était tous à roller, prêts à jouer, et on arrive sur le terrain. Oui, c'est ça. Je vais de le préciser tout à l'heure. On arrive sur le terrain pour jouer contre le Népal, et donc on s'échauffe vraiment. Et il y a le comment on dit, l'arbitre qui vient nous voir et qui nous dit oui, il y a l'Égypte qui attend depuis 2 heures pour jouer. Est-ce que vous pouvez les laisser jouer avant vous? Enfin. C'était lunaire. Pareil, le lendemain ou surlendemain, on devait jouer à 13h, donc on arrive comme prévu 1 heure avant. Hugo, notre coach, va tout de suite dire est-ce qu'il y a du retard, machin. Il nous dit oui, il y a du retard, vous jouerez pas avant 14h. Très bien. On va s'isoler dans une salle, on discute, voilà. Et à -10, il y a un des arbitres qui vient dire à Hugo qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous n'êtes pas en train de vous échauffer, le même qui lui avait dit qu'il jouerait à 14h. Il lui dit vous m'avez dit qu'on jouerait plus tard. Il me dit non, regardez sur la feuille, c'est marqué 13h, vous jouerez à 13h. C'était toujours ça, c'était absurde constamment. Donc ça, c'était très compliqué à gérer moralement, et je pense que ça nous a pas aidé dans les matchs, et il fallait avoir ce lâcher prise constant, quoi, pour se dire on s'arrête pas à ce qu'on nous dit, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui se passera finalement. Donc c'est vrai que ça, c'était un petit peu rude, et ça rejoint aussi ce qu'on disait juste avant sur le fait qu'on ne sait pas où va être la Coupe du Monde dans 2 ans, parce qu'en fait, sans doute que l'Inde va vouloir réorganiser ça, parce que l'IRBF, c'est l'Inde, mais il n'y a aucun pays qui veut y retourner, quoi. Tous les autres pays veulent que ça s'organise ailleurs. Voilà, l'Égypte, il parlait du Qatar aussi, de le faire au Qatar, qui avait les moyens et l'envie de l'organiser. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se décanter, mais voilà. Bon, j'en arrive à la partie traditionnelle, la tribune libre, qu'on a eue en première partie, et là, vous l'avez en seconde. Ok. Déjà, voilà, un grand merci à
à mes 17 coéquipiers. C'était incroyable. Et merci à tous ceux qui nous ont soutenus, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu une cagnotte sur Ulule qui a été faite. On a obtenu des financements, plein de messages de soutien, plein d'encouragement. Donc merci à tous et à toutes, évidemment, d'avoir soutenu notre projet, ce projet complètement dingue. Merci à Jésus et à Laurie, évidemment, parce que sans eux, on n'y serait pas arrivé. Et aussi, je voulais dire, ceux qui ont envie d'essayer, si vous êtes en région parisienne, on vous attend le mercredi soir. Très bien, Gio. À Ivry, en tant qu'affaire. Pour l'instant, que à Ivry, mais bientôt sûrement ailleurs. Quelque chose à rajouter pour Laurie ou Antoine? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit JE. Après là, c'est vrai qu'on a fait un bilan assez sportif et un peu presque géopolitique de cette compétition, mais il y a eu un côté humain extrêmement fort et qui est passé au-dessus de tout le reste et qui a permis que ce soit une aventure quand même assez folle et vraiment on n'en tire que du positif. Là, on a dit énormément de choses négatives, la mauvaise organisation, etc. Mais le côté humain, les rencontres avec les autres équipes, ça a été vraiment incroyable. Il y avait beaucoup d'émotions. Moi, j'ai pleuré à la fin. Enfin, c'était incroyable. Sportivement et humainement parlant, c'était incroyable. Donc, il faut que ça reste une note hyper positive et ça nous pousse à vouloir étendre le roll-ball et à développer tout ça. Donc, c'est que forcément, ça a été super à vivre, malgré tous les petits points négatifs qu'on a évoqués. Est-ce qu'il y avait des représentants de la World Skate ou des gens comme ça sur place? Non. Par curiosité, quand même, je me suis dit, ils seraient peut-être venus voir. Même pas. Parce qu'en fait, c'est Brige qui m'a expliqué ça, il me semble. La Fédération internationale de rollball veut pas s'affilier à World Skate parce qu'ils veulent conserver leur statut de... en fait, les titres en Inde, c'est vraiment important d'être directeur de machin ou directeur de ça. Ils sont tous directeurs d'un truc, quoi. Je suis moi-même directeur médical pour eux. Enfin, on a tous des titres sans grande valeur, enfin, à mes yeux. Et en fait, a priori, s'ils s'affilient à World Skate, ils deviennent juste, je sais pas, managers de chez je sais pas quoi. Ils sont plus directeurs, ils sont juste représentants rollball. Et ça, ils refusent absolument de le faire. Et je pense que c'est un gros frein pour eux, de s'accrocher si fort à leur titre. Et du coup, en fait, c'est pour ça ils sont en froid avec World Skate. Ça, c'est sûr. Mais je sais plus qui m'avait dit ça. Je crois que c'est Brige ou c'est un Saoudien, je sais plus. Bon, de toute façon, chaque fois, c'est de la partie politique. Ouais, c'est ça. On sent que c'est quelque chose qui est important et qui tient à cœur aux Indiens de garder un petit peu le contrôle sur leur sport. Ah ouais, complètement. D'autant plus que si ça partait ailleurs que chez eux, notamment en Italie, ils auraient moins leur mot à dire sur la manière dont ça se déroule au niveau mondial. Ah oui. Merci à tous les trois pour cet échange. Je pense qu'on aurait pu y passer un petit peu plus de temps, mais effectivement, chacun est un petit peu contraint par sa vie professionnelle à côté. J'invite toutes les personnes qui le souhaitent à se rapprocher de vous pour découvrir un petit peu plus le rollball. Sur Roller en ligne, on continuera d'en parler de manière assez régulière, notamment par le biais des revues de presse, où effectivement on voit qu'au quotidien c'est une discipline qui est extrêmement vivante au niveau international, notamment en Afrique, comme on l'a dit, et en Inde. Merci à tous. Rendez-vous sur un prochain épisode de Balado Roller. N'hésitez pas à nous soutenir, soit en likant notre chaîne, en allant sur les différentes plateformes pour partager nos contenus, en faisant des commentaires. Vous pouvez également faire des dons à l'association pour continuer à développer à la fois Roller en ligne et aussi cette rubrique podcast. Merci et à la prochaine fois.